et messieurs, shalom à vous. Merci de suivre l'actualité sur la TFC. Voici les titres. Cameroun, les forces de l'ordre contrôlent les régions anglophones du pays suite à une annonce symbolique d'indépendance vis-à-vis de Yaoundé. Aux États-Unis, 59 personnes sont mortes et 527 blessées dans une fusillade dimanche 2 octobre à Las Vegas. Espagne, la Catalogne grève ce mardi du FC Barcelone à la Sagrada Familia. Au Moyen-Orient, le dirigeant kurde et ancien président irakien Jalal Talabani est décédé mardi 3 octobre à l'âge de 83 ans. De retour sur le plateau, passons à présent au déroulé de l'information du monde. Au Cameroun, des incidents ont éclaté ce week-end dans les régions anglophones du Cameroun, quadrillées par les forces de l'ordre camerounaises en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis de Yaoundé. Les séparatistes anglophones ont aussi ce dimanche 1er octobre, jour de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun en 1961, pour proclamer cette indépendance. La suite en images. Des rues désertes et des commerces cadenassés. À Bouéa, le chef-lieu de l'une des deux régions anglophones du Cameroun, une chape de plomb semble toujours régner sur la ville, quadrillée par les forces de sécurité et survolée par des hélicoptères. Dimanche, les séparatistes anglophones ont proclamé de manière symbolique l'indépendance des deux régions et ont tenté de manifester, mais au moins 4 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre. Des arrestations musclées ont également eu lieu. La minorité anglophone du Cameroun, qui représente 20% de la population, estime être marginalisée. Aux États-Unis, la fusillade la plus sanglante de l'histoire des États-Unis a tué au moins 59 personnes et fait 527 blessés dimanche 2 octobre à Las Vegas. Selon un nouveau bilan, le massacre de Las Vegas disposait d'un arsenal impressionnant. Quelques heures après la fusillade, la police a fait de nouvelles découvertes au domicile du suspect. Plus de détails dans le reportage. Stephen Paddock était connu pour son goût du jeu et des casinos où il avait ses habitudes. Les enquêteurs ont d'ailleurs observé des transactions de plusieurs dizaines de milliers d'euros effectuées sur son compte bancaire récemment, sans établir de lien avec la tuerie. Mais l'auteur de la fusillade n'était pas connu des services de police et son acte reste une énigme, en particulier pour son frère qui se dit atterré. C'était mon frère, c'est comme un astéroïde qui tombe du ciel. Eric savait de son frère Stephen qu'il était adepte d'armes à feu sans que cela représente, selon lui, un danger quelconque. Oui, il avait quelques armes, mais des armes de poing légales. Bon, il avait peut-être un fusil, mais pas d'automatique. Je sais, je l'ai aidé à déménager. Et puis, il n'avait aucune appartenance politique ou religieuse. Selon les enquêteurs, l'auteur de la fusillade aurait agi seul. Sa compagne Marie-Lou Danley, une joueuse professionnelle au casino, était en voyage hier soir. Ensemble, ils ont vécu dans cette villa des environs de Las Vegas avant de déménager dans une résidence pour seniors où Stephen Paddock s'adonnait à la chasse et à la pêche. Ancien employé du géant de la défense Lockheed Martin, il vivait de rente immobilière. Dans la journée, Daesh a revendiqué cette tuerie, mais les enquêteurs, eux, écartent tout lien avec un groupe radical. Et on retrouve Jacques Cardoz en direct de Washington. Bonsoir Jacques. Le bilan de cette tuerie n'a cessé de s'aggraver d'heure en heure. Bonsoir. Comment expliquer qu'il soit si meurtrier ? Eh bien, essentiellement parce que cette tuerie a été très longue, incroyablement longue, entre 10 et 15 minutes. Vous le savez, ici, malheureusement, il y a beaucoup de fusillades dans l'année et malheureusement, à chaque fois, eh bien, les auteurs de fusillades le savent bien, ils sont dans une sorte de mission suicide puisqu'ils se font cibler systématiquement dans les premières minutes. Pas cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce que personne n'a compris d'où provenaient ces tirs de ce fameux 32e étage. Même des policiers qui étaient en civil à l'intérieur de la foule n'ont pas compris. Il y avait beaucoup de confusion, il y avait du bruit, il y avait la musique. Et en réalité, si la tuerie a pris fin, eh bien, c'est seulement parce que l'alarme incendie de l'hôtel a été déclenchée parce que les tirs étaient nourris et en fait pas du tout parce que les unités spéciales ont mis fin à l'homme, si vous voulez, puisque lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, il s'était déjà suicidé. Merci Jacques. Le président américain Donald Trump se rendra mercredi à Las Vegas. Il a réagi au drame depuis la Maison-Blanche dans une courte allocution. On l'écoute. Hier soir, un homme a brutalement assassiné plus de 50 personnes et blessé des centaines d'autres dans un acte qui représente le mal absolu. Dans un moment comme celui-ci, nous cherchons tous un sens au milieu du chaos. Une lumière dans la nuit, mais les réponses ne viennent pas facilement.
come easy. Toujours aux États-Unis, après avoir qualifié de mal absolu la fusillade qui a fait au moins 58 morts à Las Vegas, le président des États-Unis, Donald Trump, a observé une minute de silence dans les jardins de la Maison-Blanche, en hommage aux victimes de cette atrocité la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis. Plus de précision en images. Le président américain a observé une minute de silence dans les jardins de la Maison-Blanche, entouré de son épouse Melania et du vice-président Mike Pence. Quelques instants plus tôt, Donald Trump avait exprimé sa solidarité aux proches des victimes de la tuerie de Las Vegas, qu'il a qualifié d'acte de mal absolu. Il a également salué la rapide intervention des forces de l'ordre. Le président américain doit se rendre ce mercredi dans le Nevada. En Espagne, à Catalogne, au lendemain du controversé référendum pour l'indépendance de la région, après les violences policières constatées lors du scrutin, le président de la région, Charles Puigdemont, a exigé le retrait des forces policières, déployé les autorités espagnoles et réclamé une médiation internationale et en l'occurrence, il souhaiterait que l'Union européenne s'en charge. En Palestine, le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a réuni son gouvernement dans la bande de Gaza. Censé matérialiser le retour de l'autorité palestinienne internationalement reconnue aux commandes du territoire aux mains du Hamas. La suite en images. C'est un symbole fort pour tous les Palestiniens. Pour la première fois depuis 3 ans, le Premier ministre Rami Hamdallah a réuni son gouvernement à Gaza, territoire aux mains du Hamas. Ce Conseil des ministres, placé sous très haute sécurité, marque une avancée significative dans l'effort de réconciliation des groupes palestiniens. Nous sommes ici pour tourner la page de la division et restituer au projet national son juste cap, qui est la création d'un État palestinien, a déclaré le chef du gouvernement sous les portraits du leader historique Yasser Arafat et de l'actuel président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis ou l'Union européenne, avait évincé l'autorité palestinienne de Gaza en 2007 au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah, son grand rival. Les dissensions palestiniennes sont un des grands obstacles à un règlement du conflit au Proche-Orient. Le Hamas compte reprendre toute sa place au sein de l'Organisation de libération de la Palestine et espère des élections générales. Les habitants de Gaza espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer. En France, à Paris, plusieurs personnes ont été interpellées après la découverte de 4 bonbonnes de gaz dans le 16e arrondissement de la capitale samedi au petit matin. Les services d'antiterroristes ont procédé à 5 arrestations. Les gardes à vue sont en cours depuis hier soir. Parmi les suspects, il y a un homme fiché par les services du renseignement pour ses liens avec la mouvance islamique radicale et plusieurs personnes de son entourage. Restons en France, au lendemain de l'attaque à Marseille revendiquée par l'organisation État islamique, la remise en liberté de l'assaillant en situation irrégulière 2 jours plus tôt à Lyon pose la question d'une possibilité de défaillance de l'administration. Regardons le reportage. Qui est l'homme qui vient d'être abattu par les militaires à la gare Saint-Charles? Les enquêteurs commencent par relever ses empreintes digitales. Elles mènent à 7 identités différentes, toutes relevées pour des délits mineurs. La première fois en 2005, la dernière, pas plus tard que vendredi, à Lyon, pour un vol à l'étalage au centre commercial de Lapardieu. Au policier, il donne son nom, Ahmed Anachi, et présente un passeport tunisien. Il serait né le 9 novembre 1987. À l'occasion de sa garde à vue à Lyon, il avait déclaré vivre à Lyon, où il s'était dit sans domicile fixe et sans emploi, autre que des missions non déclarées comme peintre. Il a également indiqué être consommateur de drogue dure et enfin, sur sa situation personnelle, être divorcé. L'homme est donc placé en garde à vue, mais il est relâché samedi dans l'après-midi, faute de preuves. Les policiers avaient par ailleurs demandé son placement en rétention car il était en situation irrégulière, mais la préfecture du Rhône n'a pas donné suite. À l'issue de sa garde à vue, les autorités préfectorales locales n'ont pas été en mesure de prendre une décision d'éloignement à son encontre. Le lendemain matin de sa sortie du commissariat lyonnais, Ahmed Anachi prend un train pour Marseille et à peine arrivé, poignarde 2 femmes en criant « Allah Akbar ».
Après vérification, il n'était pas connu des services de lutte antiterroriste, mais l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Au Mexique, le macabre travail des sécuristes se poursuit afin de retirer des décombres les corps des victimes du séisme d'il y a 2 semaines. Plus de 330 personnes sont mortes et 11 000 habitations endommagées. 2 corps de plus ont été retrouvés, 2 hommes. Cela fait donc 43 corps sortis des décombres. 42 ont été identifiés, le dernier est en cours. Au Moyen-Orient, le dirigeant kurde et ancien président irakien Jalal Talabani est décédé mardi 3 octobre à l'âge de 83 ans. La chaîne Roudaou, basée à Erbil, au Kurdistan, avait indiqué peu auparavant que l'état de santé de Jalal Talabani s'était fortement dégradé. Il avait été victime d'une attaque cérébrale en 2012 avant d'être hospitalisé. Pour l'actualité de ce soir, merci d'être resté avec nous. Bonne suite de programme à vous sur la TFC et que le Seigneur vous garde.